Salut à tous, salut Clem, salut Valérie. Coucou! Bonjour à tous dans le chat. Putain, Hello! désolé pour les 2 minutes de retard. Comme d'hab, j'avais des petits soucis techniques à gérer. Mais bon, Clem, elle aime bien ça. J'adore, j'adore. Non, en vrai, je sais ce que tu allais faire. T'es allé manger parce que sinon, à 14 heures, t'as beaucoup trop faim. Non, c'est même pas vrai. Aujourd'hui, j'ai pas, du travail à faire et donc j'ai pas pu manger en amont. Donc Ah là là, dur. j'aurai faim à 14h00, clairement. Parfait, je compatis. Moi C'est aussi. souvent notre gros sujet avec Clem, c'est est-ce qu'on mange avant ou après le live, parce qu'on fait toujours des lives à 13h sur le temps de déjeuner. Et ce qui est très bien parce que moi, mes potes, ils me disent, ah, trop cool, on peut venir pendant qu'on mange. Voilà, mais nous, on le fait pas. Voilà. Est-ce qu'on a déjà du monde connecté ou pas encore? Ça arrive doucement. Ouais, ça arrive doucement, on va se présenter. Vous, en aparté, vous vous êtes présentés un peu toutes les deux, j'imagine. Salut Mais Marie qui est dans le chat et qui nous dit bonjour. non, non, pas du tout. T'as cru qu'on était en avance. On est venu à -2. On a juste vu qu'il y a des problèmes de connexion et c'est tout, quoi. Bon, très bien. Mais on va faire connaissance. Bah ouais, carrément, on est en live et on va faire connaissance. Nous, on se connaît un tout petit peu avec Valérie parce qu'on s'est déjà fait une petite visio de connaissances une fois. Et ben, vas-y, je te laisse te présenter. Soit Valérie, soit Clem, vu que vous vous connaissez Non, pas. vas-y, j'y vais. Moi, nous, on se présente pas Guigui parce que les gens, ils nous connaissent. Mais si Valérie, en effet, on se connaît pas. Je bosse sur Acteurs du tourisme durable sur l'asso avec Guillaume. On fait un peu le même taf aussi à côté. Lui chez ID Tourisme et moi dans ma boîte qui s'appelle Nous Durable. Et je fais beaucoup de formations surtout. Et on est trop content de t'accueillir aujourd'hui, ça va être trop bien. Je suis contente qu'on aille mettre un peu les pieds dans le plat. Je crois que c'est un peu le concept de la chaîne. Mais je suis sûre que pour ça, on a invité la bonne personne. Donc toi, tu es spécialiste de la montagne. Et on voulait faire une intro, mini intro rapide et pas chiante. Je vais te proposer à chaque fois deux choses, un peu de la montagne. Tu choisis, comme ça on apprend à te connaître et à comprendre qui tu es à travers tes réponses. D'accord? Ok, Ski ou snowboard? ski. Ah, vas-y, on la banne. C'est où? Je rigole. Fondue savoyarde ou fondue bourguignonne? Savoyarde, Suisse Quelle même. question. Ah, je sais pas, je teste, tu vois. Je vois à quel niveau ça valide ou pas. Luge d'été ou luge d'hiver? D'hiver, Megève ou Courche? zéro. Aucune. C'est- Fondue ou raclette? Fondu toujours. Rando en raquette l'hiver ou plutôt rando l'été quand il fait beau avec de l'herbe? Les deux. Allez, on prend. Toi, tu es présidente et fondatrice d'une asso. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout le monde ne connaît pas, je pense. Résilience Montagne, c'est mon asso, qui est assez récente, qui se veut vulgariser l'information sur le réchauffement climatique en montagne. Et grosso modo, c'est ça. Et puis essayer de trouver des solutions quand il y en a. Ok. C'est Il y a, quoi il y a vos plein de sujets? secrets derrière. Ouais, grave. C'est court, c'est efficace, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. On attaque par quoi? On va peut-être faire le lien. Je sais pas s'il y en a qui étaient là au live qu'on a fait avec Eric, qui a un Ou nom ou pas avec Jean. prononçable, Ou avec Jean aussi, parce que et Jean, avec Jean. il t'a ciblé sans te citer, c'était marrant. Tu connais Grave. Jean Pinard, tu l'as eu, hein, t'as discuté avec lui une fois ou deux, non? Oui, 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 on se suit un peu sur les réseaux. Il n'est pas très tendre avec moi, Jean. Non, il n'est pas très tendre et il a pas, et en fait, je dirais qu'il est quand même plutôt d'accord sur le constat, mais pas sur la manière de faire. Où lui, il était un peu dans un truc, mais bon, un peu bisounours quand même, qui est de dire, bah, il faut mettre tout le monde autour de la table, les gentils, les méchants, ceux qui sont pas d'accord et ceux qui sont d'accord, les croissantistes et les décroissantistes. Et en gros, on va réussir à faire un super monde tous ensemble. Et c'est ça qui me manque aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à aller au-delà du clivage. Et lui, il avait un peu cette posture où il pense que tu renforces finalement les clivages. Et c'est là où en fait, non, mais tu vois qu'en gros, tu pousses et tu mets le doigt là où ça fait mal, etc. Et, euh, et nous, on est plutôt, avec Clem, on est plutôt, finalement, enfin, en tout cas,
plutôt d'accord avec ce que tu fais. À un moment donné, il faut aussi pointer du doigt là où ça va pas, et c'est pas juste en essayant de faire de la réunionnite pour essayer de trouver des solutions, tu vois. Et c'est ça un peu qui... Notamment avec le timing, où moi je disais un peu Oui, à Jean, bien sûr c'est hyper important, on se met tous autour de la table, on fait de la co-construction, mais en fait il n'y a pas le time pour ça. Oui, c'est marrant parce que moi, il y a la partie immergée et émergée de l'iceberg. Ce qui est visible, c'est ce qui est réseaux sociaux, communication institutionnelle, je dirais, où j'y vais, où là, je veux pas les laisser seuls dans les mensonges et les délires. ouais, Alors là, jamais je les laisserai raconter qu'ils sont des experts, certains, alors que c'est des lobbyistes qui ont tous la main dans le pot de confiture et pour le moment, la confiture est bonne, sont des menteurs qui, pour le coup, partagent même pas les constats des fois, hein. On a ouais. encore beaucoup de déni, de Du déni, ouais. climato-scepticisme de oui mais. On peut se prendre une montagne sur la tête et dire c'est pas de la faute du climat quoi, encore aujourd'hui, Ouais, même quand on voit. Donc ça c'est la partie qu'on voit de moi, mais des tours de table j'en fais tous les jours. Exemple, là je reviens de Paris, ministère de la Transition Territoire, qui a une mission conjointe avec le ministère de l'Intérieur, où on travaille là avec services d'État fonctionnaires, sauf que j'en parle pas trop parce que je veux pas qu'on me savonne la planche. Et que ouais. justement, les gens qui sont en face, il suffit d'un mot d'un député, d'un parlementaire, pour qu'on n'ait plus accès aux services d'État et pour que cette société civile qui travaille différemment que les soi-disant experts de la montagne, qui sont des exploitants, il suffit d'un mot de ces gens-là pour qu'on n'ait plus accès aux parlementaires. Ouais. Et ça, C'est... j'y vais. Et ça, je le Ouais, mets pas parce que je veux pas, je veux vraiment ouais. pas qu'on me savonne cette planche-là. Et c'est une grosse partie de mon travail. Et c'est Et ça dont on parlait tous les deux en amont, mais c'est vrai qu'il y a... En fait, c'est pas une... En fait, il y a une espèce de stratégie qui est double ou triple ou quadruple, mais en gros, tu as des trucs que tu dois faire en sous-marin, que tu dois pas trop forcément parler parce qu'il faut faire en off et travailler pour essayer de développer des choses et faire du plaidoyer un peu plus classique pour aller voir des parlementaires et changer les règles du jeu, etc. Et en même temps, comme tu dis, tu peux pas laisser la parole libre, et surtout aujourd'hui, en fait, avec cette société basée quand même sur, allez, on balance plein de trucs et on fait croire plein de choses, en fait, grâce aux réseaux sociaux, qu'à un moment donné, il faut aussi contredire en fait ceux qui, comme tu disais, ont la main à fond dans le pot de confiture et se servent et ils sont bien contents que ça ne change pas au final, quoi. bah oui, après, ça fait partie du jeu, hein. Ils défendent leur business, voilà. C'est encore le business est encore très bon pour eux. Du coup, on parle pas de transition, on retarde. On oublie juste qu'il y a des habitants sur les territoires qui vont se prendre de plein fouet une non-transition, une non-adaptation. Et ils savent très bien, hein, pour certains, ils veulent pas que ça change. Alors ça, pour moi, je l'assume complètement et c'est égal. Après, je dirais, il n'y a pas de bonne. Enfin, moi, je le vois parce que suite à ce que dit sur Jean, Ouais. ce qu'il fait, c'est hyper utile avec une cible. J'imagine que ce que je fais, c'est utile peut-être avec une autre cible. Il y a des gens qui vont beaucoup plus dans le compromis, qui ont encore une autre cible. Il y a des gens qui font de l'occupation en montagne et c'est pas du tout moi. Et ça correspond à une autre cible encore. Et je crois qu'il y a un moment, tout cet échiquier-là, finalement, est utile. Et c'est pour ça que là, on n'est pas fort. C'est que certains flinguent les copains qui font la même chose de manière Ouais, c'est différente. ça. Il y Ouais. a un moment, on n'en est plus là, les gars, en fait. Ouais. C'est C'est là où il faut qu'on vise tous en fait le même horizon, et en fait il y a différentes manières de se battre en fait au service de cette transition, mais faut on est tous finalement d'accord en fait avec le l'horizon en fait enfin tous, on n'est pas tous d'accord avec l'horizon, mais en tout cas tous ceux qui se battent en gros au service d'une transition ou deux transitions en fait, surtout là sur la question de la transition ou des transitions de la montagne, c'est assez clair, c'est là où on devrait faire limite presque se réunir assez clairement l'ensemble des organisations pour se dire, OK, toi tu fais ça comme action, c'est intéressant, c'est complémentaire à moi, je fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça là-bas. Et derrière, on est tous complémentaires au service en fait de l'objectif final, quoi. Oui, en fait, on est tous utiles avec nos différentes cibles et nos différents moyens d'action et nos différents lobbying. Après, il y a tout ce qui est association. Moi, je me tape vraiment association, lobbying pur, intérêt général. J'ai pas de financement public, je fais pas de facturation, donc j'ai pas peur de froisser quelqu'un qui viendra plus me chercher. Ça m'est égal, mais complet, ça, si tu veux. Ouais, Ce qui n'est pas le cas des personnes qui ont un cabinet de consulting, lobbying, qui ont besoin de faire de la facturation. Et je le comprends.
C'est pas du tout un jugement. Où là, peut-être, on dit, bah oui, Valérie va un peu fort. Moi, je peux vous écouter, et derrière, tu factures. C'est pas grave, en fait. Chacun a ses contraintes. Moi, j'ai pas de frais de fonctionnement, je l'assume. Voilà. Et c'est une chance et c'est un grand luxe. Mais je tape pas sur les copains qui facturent. Par contre, se taper entre personnes qui font dans une grosse boîte la même chose, c'est là qu'on n'est pas crédible. Qui est plus légitime qu'un autre? Bah, personne, en fait. Chacun est légitime dans son domaine d'action et chacun agit pour ce qu'on appelle adaptation-transition. Après, on a tous les mêmes constats et on sait où il faut aller. Oui, donc on va pas de la même on est manière. à peu près d'accord. On est à peu près d'accord sur ça. Ouais, bien sûr. C'est quoi ta méthode? Comment t'avances sur l'assaut, sur ces sujets de transition en montagne? Parce qu'on disait, vous n'avez pas forcément les mêmes méthodes, ou en tout cas même la même vision avec Jean. Ce serait quoi ta méthode, si tu peux nous en dire plus un peu sur du concret? Qu'est-ce qui fonctionne? Bah, je sais pas trop. Peut-être ce qui fonctionne, c'est ce qu'on me reproche, puisque c'est le visible. Ouais, de ouf. Une méthode à la Trump, flood the zone, c'est-à-dire que chaque jour, boum, un post. Il n'est pas diffamatoire, il est factuel, il se passe un truc. Quelquefois, c'est un email que je reçois la veille. Il n'y a pas de stratégie de post du matin, par exemple, sur LinkedIn. Des fois, mais c'est plutôt de lourd. la réaction chaude, c'est plutôt du newsjacking où tu vas réagir ou pas forcément? Ouais, ça dépend. Ça dépend. Quand il y a une activité forte, une actualité forte, c'est vraiment de la réaction, action-réaction. Il faut en parler. Ou un article de presse qui minimise quelque chose qui est plutôt super grave. Je m'en prends souvent au Dauphiné, par exemple, qui joue dans le truc des bisounours où tout va bien. Ben oui, ces annonceurs sont plutôt ceux du ski. Dauphiné, c'est quoi? C'est Crédit Mutuel derrière? Ouais, c'est Crédit Mutuel. Donc, c'est la promotion immobilière en montagne. Ils vivent des annonceurs de la montagne par la publicité. Et je le comprends, mais du coup, pour moi, ils ne font pas un job de. Il n'y a jamais de contradictoire, en fait. Voire même Donc, pas que ça, parce que si tu montes un Crédit Mutuel, tu as aussi le financement finalement en fait de la question de l'IMO en montagne, etc. Enfin, tu vois, c'est le même groupe au-dessus, donc. ouais. Donc, en fait, voilà, ça, c'est de la réaction basique. Je fais beaucoup de remontées d'associations de territoires de montagne. Alors, ça, c'est plutôt pas de la réaction Vercors citoyen, par chaude. exemple, en ce moment, pas mal. Voilà, il y a le Vercors avec Tony Parker. Donc là, je suis très en lien avec les associations du Vercors parce qu'il ne faut pas que je fasse de contresens, il ne faut pas que je mal informe. Eux, ils ont aussi une stratégie de communication, donc on se met un petit peu en lien. En Tarentaise aussi, il y a beaucoup de groupes de citoyens qui se montent. Ce qui s'est passé à la Clusa récemment, là, avec la bassine de Borgard. Ouais. Alors, ça communiquait niveau Borgard, mais moi, Résilience Montagne, je me disais il fallait qu'il y ait un maximum d'infos sur le sujet. Ça, voilà, il y a des choses travaillées et d'autres moins. Et puis, la stratégie, c'est que ce qui est posté sur LinkedIn, où là, il y a des débats vraiment passionnants et intéressants. Vraiment, je trouve que grossièrement, enfin, de manière globale, c'est plutôt intéressant. Je sais quoi répondre aux détracteurs. Merci de contribuer à ma page et de la suivre. Voilà. Ça m'est égal, en fait, ça me passe loin, loin au-dessus, je m'en fiche. Ce post, il est décliné sur Facebook toujours. Alors, Okay. les intellos diront Facebook, c'est nul, mais en milieu rural et en montagne, on scrolle sur Facebook énormément. Et les mouvements citoyens ont besoin d'être sur Facebook pour de la visibilité. Donc, ce même post LinkedIn, il est sur Facebook. Je réponds à des habitués auxquels je réponds, mais je passe pas de temps. Et puis après, je fais un résumé Insta ou un résumé Blue Sky aujourd'hui. J'ai quitté X. Okay. Mais voilà, c'est ça, il n'y a pas vraiment de stratégie. Tu as quand même une différence de réaction, de typologie de réaction entre les différents réseaux sociaux, j'imagine? Dans Oui. Blue Sky, j'imagine que tu as quelques réactions qui sont plutôt dans le bon sens, on va dire, plutôt que les autres. Blue Sky et X, c'est à peu près la même cible. Et là, c'est beaucoup la cible de la presse nationale. Okay. Donc, quand on a besoin d'être visible, il faut être visible, j'en suis sûre. Les sujets de montagne doivent sortir des territoires de montagne. Il faut qu'on en parle à Paris, à Bordeaux, partout en Belgique. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas juste un endroit qu'on consomme, en fait. Donc là, c'est X et Blue Sky. Sur Insta, alors je ne suis pas une pro d'Insta, je pinaille. Je fais des résumés. Alors là, je fais beaucoup de l'action-réaction
de collectifs qui ont besoin d'être visibles sur un sujet. Par exemple, tu sais, quand tu te rappelles, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu le sujet de Montclair à Courchevel. Ouais. Donc, Montclair Ouais, décide. là, tu as été hyper actif, justement, à essayer de Bah, là, faire bouger les choses. Et d'ailleurs, ça a fonctionné. c'est machine, quoi. Ouais. Truc. Des habitants me contactent. Montclair veut organiser un défilé dans une zone protégée. Ouais. Je demande des documents. Ça, c'est les habitants sur place. Je fais un post LinkedIn fouillé quand même. Il s'agissait de bien communiquer. La chance qu'on a dans ce genre de com, c'est que tu as un hashtag Montclair et un hashtag Courchevel. Ça part direct. Alors là, je vois le truc qui explose. Je mets le truc sur Facebook parce que les habitants sont sur Facebook et pas sur LinkedIn. Ouais. Donc, je me dois Bien de sûr. les informer aussi par Facebook. La presse prend tout de suite. Le maire de Courchevel me dit les Parisiens s'intéressent à ce qui se passe. Ben oui, vous êtes Courchevel, monsieur. Et en une semaine, Montclair fait une pression sur le maire pour changer. Il a fallu une semaine, mais c'est quand même grâce aux habitants sur place toujours. Hein. Moi, je suis comme un relais, si tu veux. J'ai fait Bien juste sûr. le relais. Non, mais Ouais, c'est génial, ce que j'allais dire, le rôle sur le terrain, au-delà de ce qu'on pourrait appeler comment dire. Non, je veux pas dénigrer ça parce que c'est méga important, mais de la lutte de canapé, tu vois, où tu vas publier en fait sur les réseaux sociaux et t'es activement. Et c'est ultra important d'aller dénoncer tout ça et ça prend un temps de malade. Déjà tout ce que tu as cité, j'imagine déjà comme truc différent pour avoir de la présence, pour aller épingler, enfin ça doit te prendre un temps sur tout ce que tu attribues énorme. Et comment tu arrives après à faire le lien avec le terrain? En fait, ça, c'est vraiment l'action ciblée. Tu as tant de temps pour réagir. Les habitants sont méga concernés. C'est quand même une zone protégée. Je me dis, Montclair, je regarde leur politique RSE. Très clairement, ils ne peuvent pas le faire, en fait, s'ils veulent être en ligne. Le maire de Courchevel, il n'a peut-être pas compris tous les enjeux, ou alors il a compris, mais il ne veut pas le dire, mais ce n'est pas le sujet. Il faut mettre un coup de pression, en fait. Et c'est triste d'en arriver là. C'est super triste. Ça veut dire que en amont, il n'y a pas eu le job de fait. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'ai publié ça sur LinkedIn, il y a plein de gens qui sont venus dans mon privé, des avocats, des naturalistes, qui ont sorti les cartes de la zone et qui m'ont dit non, mais on est en zone protégée, en fait. Donc, le maire doit présenter tel document, tel document, tel document, tel document. Et là, c'est pas moi qui demande, mais en fait, c'est une espèce de machine qui roule. C'est quelques posts, un peu de bluff aussi sur certains trucs, des fois. Ouais. Alors, ça, c'est le coup de pub, on va dire. Tu vois, c'est tu y vas. Mais après, il y a des gros travails de réflexion sur le gros travail qu'on appelle transition-adaptation. Où là, par exemple, moi, je fais partie du groupe des shifters à Annecy, où on fait un travail plutôt de fond énorme. Et puis, il y a tout ce travail derrière de communication en conférence, en école. Et maintenant, c'est assez nouveau, les ministères. Et là, c'est chouette. Ça veut dire que ça passe une étape et que tu es un petit peu plus crédible dans des bureaux de fonctionnaires qui travaillent le sujet sur le fond. Et ça prend beaucoup plus de temps que le visible. Les techniciens qui sont au ministère et qui travaillent les dossiers, quoi. Travailler les dossiers. Alors, on peut ne pas être d'accord avec les ministres, et je suis pas d'accord avec beaucoup de ministres, mais en dessous de ces ministres, il y a quand même des cabinets et des gens qui font un travail de fou de notes, d'informations, de compilation, et qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans les territoires. Et ça, moi, elle a un passif là-bas un peu quand elle était plus petite. Oui, mais je veux le faire, ça, si tu veux, parce que ah, mais c'est clair, bien sûr, c'est hyper important. Tu sais, c'est comme quand tu n'es pas d'accord avec ton patron, mais tu fais ton job quotidiennement dans ton bureau avec ce que tu dois fournir de ton cahier des charges. Alors, peut-être qu'un jour, ça sert, peut-être qu'un jour, ça ne sert pas, mais c'est là, en fait. Ouais, clairement. Et je pense qu'on doit nourrir ces services d'État aujourd'hui qui ont besoin de comprendre. Ouais, et finalement, c'est une forme de hack un peu de l'intérieur aussi, parce que tu vas essayer justement en fait de pousser, de sensibiliser quand même en fait des individus à l'intérieur qui ont une conscience, une envie aussi de quête de sens, etc., sur lequel tu sens qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer là-dedans, tu vois. Enfin, ça me fait presque penser, tu vois, à Siècle Bleu, tu vois, et de se dire, mais comment tu peux hacker les trucs de l'intérieur, utiliser les outils pour faire en sorte de faire changer le truc de l'intérieur, etc., quoi. Alors, quelquefois, c'est du hack, parce que des fois, je m'impose dans un truc, j'y vais, voilà. Mais là, par exemple, hier, j'étais à Paris pour une mission montagne. Je ne m'impose pas. Là, ce sont des services d'État qui appellent la société civile pour avoir un discours différent
des lobbyistes du ski. Et je peux les nommer. Ça, c'est cool déjà, quoi. Et en fait, ça veut dire que quand je suis en phase 2, je remonte l'info territoire telle qu'elle est. Et puis là, je diffuse un paquet de noms, c'est-à-dire vers qui je peux les envoyer pour compléter l'information. Et justement, Eric Adamkiewicz, vous pouvez l'appeler, parce que lui, il a une autre vision du territoire qui est hyper complémentaire. Et puis, il a la vision universitaire. Vous pouvez aller voir Mountain Wilderness parce qu'ils existent depuis très longtemps. Ils ont des dossiers depuis très longtemps. Vous pouvez aller voir. Et là tu dis des noms. Puis il y a des thèses aussi, les études sur la neige artificielle. Et c'est là qu'il faut. En fait, il faut les nourrir et les envoyer vers d'autres. Et c'est ça le hacking. C'est de construire une espèce d'arborescence où là, les services d'État savent vers qui se tourner. Parce que peut-être qu'ils m'ont détesté hier, mais au moins, ils ont d'autres noms. Et c'est pas grave si ça passe pas. Oui, et qu'ils aient pas juste en fait la partie lobbyiste pro neige, ski, etc., mais qu'à un moment donné, ils aient quand même en fait un contre-discours en fait de l'autre côté et qui est pas que porté par toi, qui est porté en fait par un écosystème d'acteurs, que ce soit du Eric, que ce soit comme tu dis les shifters qui commencent à bosser beaucoup maintenant en fait quand même sur Action. Je regardais là la vidéo, j'ai commencé à regarder la vidéo des shifters Lyon là avec justement avec Guillaume Desmurs aussi, avec Fiona pour parler de la transition et de l'après-ski 2050. Je sais pas s'ils ont fait un timing, mais tu vois, il y a quand même de la matière aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment intéressant que les techniciens des ministères, justement, aient une vision beaucoup plus large, alors que je pense qu'historiquement, c'était plutôt de dire, il y a la NMSM, il y a la NMSM, il y a la question en fait de LDSF. Bon, c'est bon, on a la vision du tourisme futur dans la montagne, quoi. Oui, alors souvent dans les rapports de transition des opérateurs de la montagne et des acteurs de la montagne, on retrouve toujours à peu près les mêmes personnes. On va te parler des chiffres de DSF, de la NMSM, on va te dire il y a 120 000 emplois, la source c'est DSF, enfin bref. Ok, et en fait ça m'a fait tilt, je ne pensais pas moi à ça à un moment, je savais que c'était des lobbyistes, et puis un jour j'ai été appelée par un ministère dont je tairai le nom, et par un monsieur qui me dit, j'ai rencontré quelqu'un de cette association-là de montagne, et il me dit, mais vous savez qu'il m'a menti droit dans les yeux. Et je dis, bah oui, normal. Il ment, en fait, il ment tout le temps. et il me dit, oui, mais nous, on est un service d'État. Et j'ai trouvé formidable, c'était environ il y a 1 an et demi, ça. Mais je dis, mais c'est formidable si vous vous en rendez compte, en fait. Ouais. C'est formidable parce que cette même discussion il y a 2 ans, ce type, ses paroles sont bues comme de l'eau claire. Et c'est la vérité. Donc, en fait, là, il y a une espèce d'ouverture. Et ce qui est génial, c'est que les sujets de montagne sortent enfin des territoires. Ouais, et c'est pour ça que les maires la demandent à nouveau de faire un petit peu tout ce qu'ils veulent sur leur territoire parce qu'ils connaissent très bien mieux le territoire. Oui, mais il y a des lois. Et quand les lois ne sont pas respectées, loi sur l'environnement, loi climat et résilience, et peut-être qu'il faut un arbitre au-dessus qui dise qu'est-ce qui se passe là? C'est pas la loi, en fait. Ça veut dire que le pot de confiture, là, tu as l'impression qu'il est en train un peu de se fendre, ou c'est pas le pot de confiture, ou en tout cas, il y a une évolution, je sais pas, c'est quand même plutôt positif, le fait enfin, tous ces petits signaux-là, non? Moi, je suis hyper positive sur ça précisément, pour ces points-là précisément, parce qu'il y a 3-4 ans, ça n'existait pas, en fait. Ouais. Ou très, très peu. Tu vois, il y a des gens qui sont appelés aujourd'hui en commission de finances d'Assemblée nationale ou de commission, c'est moi ce que j'appelle les lobbyistes du pro-ski. Ouais. Après, ce qui se passe, c'est que généralement, on est appelé. On est plusieurs à être appelés pour un espèce de debunk. Alors, on est entendu ou pas, mais c'est identifié. Une autre parole est possible. Et en fait, tu sais, en fait, ils entendent aujourd'hui, du coup, dans certains cabinets ministériels, ou c'est même pas que des ministères, quelquefois c'est juste des cabinets de fonctionnaires qui travaillent des sujets, ils n'ont plus que le discours mainstream de la montagne. Ça n'existait pas avant. C'est bien. C'est une forme de fact-checking au final. Ça existait parce qu'effectivement, Mountain Wilderness, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec aussi sur des textes de loi et qui font changer des lignes, etc. Ouais. Mais je pense que plus il y a d'acteurs avec une parole qui est identique, mais des mots différents et de la cible différente, plus il y a d'acteurs qui remontent ces informations, plus on est crédible auprès des services d'État. Oui, clairement. Non, mais c'est très positif. Et tu crois justement, pour rebondir sur le live qu'on a fait avec Eric il y a quelques semaines, là, où on a parlé des JO, est-ce que les JO, justement, on sent qu'il y a une... Enfin, Eric nous a parlé plein de trucs
en nous montrant un peu la réalité On nous finalement cachait tout, en fait, que de la surtout les gens n'étaient pas du tout informés. ouais, clairement, il nous a montré la réalité de la gabegie, mais tu sentais bien que c'est quand même caché, ça veut être caché, etc. Et que lui, avec forcément d'autres comme toi, et pour essayer de faire ouvrir en fait le truc et montrer, non mais les gars, en fait, c'est incroyable vers quoi ça tend. Ça peut être un peu je sais pas, un tipping point pour dire bah, s'il y a avant et après ce truc des JO 2030 où on sent que c'est un peu catastrophique quand même vers quoi on tend, même si le discours de l'État et du COJO, etc. sont non, ça va aller, tout va bien. Est-ce que c'est sûr? Eric nous avait pas trop répondu là-dessus. Est-ce que, selon toi, il y a encore moyen aujourd'hui qu'on arrête ça, quoi? Qu'il y ait la même pression comme il y a eu dans les années 70 aux États-Unis et qu'on fasse marche arrière? Ou est-ce que c'est parti déjà trop loin, tout est acté? Alors, plusieurs réponses, mais une où je ne donnerai pas de réponse parce que je ne peux pas tout dire. Mais On est en train de foutre le feu. je me C'est du dis, teasing, j'adore. mais vu ce qui se passe en montagne, et on le voit, on le constate, ces éboulements, des crues Ouais. torrentielles. Pour aller en montagne, tu as une route, des fois, une seule route. Bah, comme on a eu cet hiver. Exact. Je me dis, si ces JO 2030 ont réellement lieu et qu'ils peuvent se tenir, ce sera une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'il n'y aura pas eu de catastrophe majeure. Et ça veut dire que les gens peuvent encore habiter dans leur village et qu'il n'y a pas eu d'effondrement qui ne permet plus d'atteindre certains coins de montagne. Et c'est ça l'enjeu du risque, en fait. Le reste, on verra bien. Ouais, pour toi, là, c'est vraiment un sujet presque ouais, pur adaptation, changement climatique, accessibilité des Ah, c'est endroits, risque, hein. etc. Et donc, Risque pur. ouais, Risque pur. Là, les gens de Courchevel que j'ai rencontrés là, il y a quelques temps, donc on est quelques jours avant les vacances de février des Parisiens. La route est coupée par ce rocher juste avant Moutier. ouais. Les gens m'appellent, 2 personnes m'appellent et me disent, mais vous vous rendez compte, on dépend, notre ravitaillement alimentaire dépend d'une route. Oui. Mais je dis, bah attends, ils s'en rendent compte en fait. Bah oui, je dis, c'est connu. Alors pour moi, Petit c'était sujet évident. effondrement. Bah oui, mais pour moi, c'était évident, tu vois. Et eux le découvrent parce qu'ils sont au bout de la chaîne et que les territoires de montagne sont les plus loin en temps et kilomètres pour les premiers ravitaillements et les premiers secours. Bien sûr. Et quelquefois, tu as une route. Ouais. S'ils voulaient un deuxième tunnel, comme ils disent, il faut 30 ans. En 30 ans, on aura d'autres chats à fouetter dans 30 ans que de faire un tunnel pour relier la Tarentaise au reste du monde. C'est clair. Et il est là l'enjeu. Il est vraiment au niveau du risque. C'est pour ça que quand on parle sans arrêt, là, les politiques nous parlent de sécurité. Mais ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue climat en montagne, c'est un enjeu de sécurité. Ouais. Sécurité climatique et sécurité nationale. On devrait mettre ça en avant, en fait. Et là, il y a un travail justement de sensibilisation, alerte des populations locales quand même par rapport à ces notions-là. Bon, j'imagine que tu as une conscience parce que bah, tu vois comme ce qui se passe en montagne, avec ce que tu disais, avec les crues, avec l'effritement des montagnes, avec ce qu'on a vu à la Bérarde, etc., etc. Mais est-ce qu'en fait, il faut faire ce travail de sensibilisation pour qu'en fait, ça réagisse et ça pousse et se dire, mais attendez les gars, nous, notre sujet, c'est la question du risque et notre sécurité, ou est-ce que derrière, faut venir pour leur parler des JO et de la problématique de c'est n'importe quoi ce truc-là, tu vois, c'est quoi l'angle d'attaque au final pour impliquer et engager la population locale, quoi. Moi, je pense que c'est tous les angles d'attaque. On n'a jamais eu autant de collectifs en montagne que ces derniers temps. C'est clair. Je veux dire, est-ce qu'il y a 5 ans, il y avait à chaque fois qu'un gros projet ou un projet, même moyen, arrive sur un territoire, une association qui se crée, un collectif qui s'interroge sur la légitimité du projet? Franchement, je ne crois pas. Alors, il y a des gens qui se sont toujours battus, je ne veux pas dire que c'est nouveau. Bien sûr. Mais là, il y a des associations partout. Ouais, du monde, ça veut dire, tu vois, le collectif Vercors Citoyen, etc., c'est pas juste 3 pelés, quoi. Ils sont, je sais plus combien, ils sont, il y a quoi, 800 membres? 800. C'est énorme. 800. C'est énormissime, C'est énorme. C'est énorme. Et là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les collectifs de montagne et les associations disent pas non, juste on veut pas ça, quoi. Ils apportent des solutions alternatives. Voilà ce qu'on OK, veut, ouais. là, le PLU de construire. Là, le PLU permet de construire sur le truc de Tony Parker. Bah, nous, on va vous proposer un projet sobre d'habitat permanent
avec de l'habitant pour les saisonniers, et ça ne sera pas un hôtel 5 étoiles. Donc en fait, les collectifs aujourd'hui apportent des solutions alternatives à des projets complètement démentiels, démesurés. Ils savent faire. Aujourd'hui, les collectifs savent communiquer aussi, ça y est. Et surtout, alors on a toujours cette presse qui est là, et moi je m'appuie énormément sur la presse. Ouais. La presse nationale est complètement mûre sur les sujets de montagne. On a dépassé les questions de est-ce qu'il y a de neige ou pas de neige, en fait. Ça va bien plus loin que ça. On parle aujourd'hui biodiversité, écosystème, impact carbone, décarbonation, risque géomorphologique, clientèle lointaine. Waouh, c'est fou parce que jamais on avait des articles. On parle du problème de l'immobilier qui était connu par quelques personnes qui connaissaient le sujet de l'immobilier par cœur. Mais ça y est, là c'est parti en fait. Ouais. Et du coup, c'est énorme parce que moi, quand les journalistes aujourd'hui s'interrogent sur un collectif ou veulent des informations sur la montagne, les questions, elles sont hyper pointues et là, c'est super en fait. Ah non, ouais. Vas-y, Clément. On rentre dans le sujet un peu plus tourisme, même si tout ça est méga lié, hein, sur ces sujets aussi qui nous intéressent. C'est quand la fin du ski? Peut-être 2 mots sur les enjeux sur le ski, parce qu'il y a probablement aussi des gens dans le stream qui sont pas du tout spécialistes du tourisme. C'est quoi les chiffres? Le sujet du tourisme de ski, en vrai, ça concerne quelle part de la population chez nous? Déjà de base. Il y a différentes sources, ça dépend. On dit que moins de 10% des Français skient. Alors Eric me disait l'autre jour, Eric Adamkiewicz, environ 13% selon les sources. On va dire entre 10 et 13% des Français skient, ce qui n'est pas beaucoup. Chaque année? Chaque année, ouais. Ok. C'est une clientèle, on imagine, plutôt aisée. Chaque année, on a moins de Français qui skient, mais on a des résultats qui sont bons parce qu'ils sont compensés par une clientèle étrangère qui consomme plus. Et bien carboné. Ouais, alors après, tout se questionne, hein, mais... On comprend ça, nous, t'inquiète, on a traduit. Ouais, donc on a moins en moins de Français qui skient. Alors, source Domaine skiable de France, Okay. Ski, c'est 120 000 emplois environ. Et on parle de environ 55 millions de forfaits vendus annuellement. C'est à peu près ça. Moi, là-dessus, j'avais aussi toujours en fait un débat sur la question, tu vois, des retombées économiques du ski sur les territoires de montagne. Et à chaque fois, tu vois, il y avait cette part en disant oui, mais c'est le ski qui va financer la transition, blablabla, blablabla. Et je me posais cette question parce que on disait que voilà que le ski ou en tout cas le tourisme de neige représentait un pourcentage très fort en fait de l'impact économique sur un territoire pour toute l'année, tu vois. Et je disais, mais est-ce que c'est vraiment la retombée économique pour le territoire ou juste en gros pour les remontées mécaniques? Et j'avais jamais en fait une vision très clarifiée en fait du truc. Et je trouvais qu'on jouait beaucoup avec ce flou-là en disant, non mais ça apporte énormément de retombées économiques. Oui, mais qui? Au territoire dans sa globalité ou au gestionnaire de remontées mécaniques? Et forcément, c'est pas la même histoire, quoi. Et oui, on voit aujourd'hui que le principal de l'argent, tout tourne autour des remontées mécaniques, hein. Ce sont les remontées mécaniques qui font vivre les villages, hein, parce que les remontées mécaniques sont reliées, on dit, par délégation de services publics à des communes, une sorte de contrat qui les lie sur plusieurs années. Et il y a intérêt pour une commune que ces remontées mécaniques fonctionnent. Et avec une taxe sur les remontées mécaniques qui va à la commune. Voilà. Donc, peut-être qu'il faudrait revoir ça aussi. Qu'est-ce qu'une DSP Bref, ouais, ça veut dire qu'une... Et ce que je me disais, c'est, tu vois, ils ont dit, bon, finalement, cet hiver, ça a été une bonne saison et tout, enfin, en tout cas, là où il y a eu de la neige, plutôt en altitude. Et vu qu'ils disent, oui, mais le ski va financer la transition, dit, ok, mais vous avez justement mis du fric de côté dans un fonds pour financer la transition, ou en gros, bon, bah, c'est finalement pour réinvestir, parce que limite, on pourrait faire une tantine, tu vois, comme en Afrique, où derrière, en fait, on va mettre de côté, on va dire, ok, ça, on touche pas, c'est seulement si, pour financer, en fait, la transition, les risques, le machin, etc. Mais finalement, c'est dans le pot commun, on se pose pas de questions, non? En fait, chaque année, ils annoncent des années records, hein, on va dire, Ouais, tant mieux. En fait, tant mieux. Au moins. Mais est-ce qu'ils mettent des sous de côté pour l'avenir? Mais en fait, on nous dit qu'on a besoin d'argent pour la transition.
D'ailleurs, les JO 2030 vont permettre une transition, semblerait-il. Semblerait-il. Mais en fait, chaque année, ils gagnent plus d'argent, mais jamais on a des projets de transition. Ben oui, c'est ça qui est bizarre. Jamais. Quand tu fais une transition, on va dire, quand tu as un projet personnel, tu économises, tu vas voir ton banquier, tu me dis il faut tant, il faut que tu présentes un projet, C'est il faut ça. que tu le chiffres, il faut Oui. que tu le budgètes dans le temps. Ça s'appelle un business plan, tout C'est simplement. ça. Exactement. Là, bah non, il nous faut de l'argent. Mais les gars, vous en avez du fric, mais en fait, ça fait combien d'années qu'il y a de l'argent et que chaque année, a priori, ils en ont plus. Ouais. Et là, il y a un sujet, parce que quel est le projet? Tu sais, c'est comme un grand plan de ministère où on nous annonce un plan national d'adaptation. OK? On débloque X milliards ou X centaines de millions pour le plan d'adaptation. Mais pour quel projet et pour quel budget? Ouais, exactement. Bah, il n'y a Ouais, pas. Mais clair. parce qu'on a bien compris qu'il n'y a rien qui remplacera le ski. Il n'y a rien. Donc, on pousse un peu le bouchon. Attends, pourquoi il y a rien? Pourquoi on ferait pas? Enfin, je sais pas. Si, il y a des autres trucs cool. D'ailleurs, les gens, ils en sont rendus compte quand il y a eu le Covid. Genre, c'est trop cool d'aller faire de la rando avec des raquettes. T'es tellement plus tranquille que dans ton... Non, mais je sais pas, c'est peut-être juste mon avis. Non, non, c'est génial. Oui, Non, non, mais T'es parce que tellement t'as la... plus... mais parce que t'as la vision du visiteur, t'as pas la vision en fait du mec qui a la main dans le confiture, dans le pot de confiture et quand il est venu à gagner plein de fric. C'est ça en fait. En Il y a fait, rien qui tu sais, changera ça. Tu pourras pas normalement, d'aller en continuer à te montagne, rincer en fait à balle en fait sur le modèle économique actuel si bah tu es dans la gestion d'une remontée mécanique ou d'un établissement en fait qui est complètement dépendant de cette économie du ski, tu vois. Surtout si on arrête les remontées mécaniques. Bah oui. en fait, on peut dire que quand on habite en montagne, ça coûte rien d'aller se balader en montagne, hein. Tu prends une paire de baskets et tu profites de la montagne. Sauf que le contemplatif n'est pas rentable. Bah oui, c'est Et ça. que derrière, tu as un modèle qui, quand même, génère beaucoup d'argent. Ouais. Et là, à leur décharge, hein, tu ne peux pas y arrêter du jour au lendemain. Il faut bien vivre. Il faut bien vivre. Alors, on parle du ski. Et quels sont les acteurs du territoire? Un agriculteur, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait sur son territoire tout seul aussi? Ben, rien, en fait. Il faut tout un écosystème. Ouais. Et tout ça, ben, on n'en parle pas trop. Et tu peux pas... Alors, effectivement, je suis comme toi. Moi, je dis, on va en montagne, ça coûte rien. Enfin, tu fais de la raquette, C'est comme cool. Covid. Sauf que pour Covid, derrière, on a eu cet argent magique de l'État qui compense le moins gagné ou le pas gagné de tout un écosystème qui vit quand même de ça. Et c'est pour ça que ça se programme, la sortie. Tu peux pas dire, mon Dieu, Valérie, elle est contre le ski. Non, pas du tout. Non, ça se programme. Mais pas du tout. Je dis, on fait avec l'existant, en fait. Bien sûr. On a des Mais infrastructures qui sont là, elles fonctionnent, elles sont pas en faillite. C'est pas parce qu'on arrête d'investir après-demain dans le ski que tout s'effondre. bien sûr. Mais au moins, les subventions servent enfin à la transition plutôt que conforter un truc qui est mort. Si toi, tu vas là à la banque pour monter une station de ski telle que les modèles est monté aujourd'hui, le banquier ne te prête pas. Ah non, c'est clair. Donc, Mais c'est ce que je te racontais, Valérie, sur notre visio, c'est où j'avais fait ce travail de conférence dans le Haut-Gifre, là, vers Samoins et tout ça, sur en gros de la prospective économique et fiscale, finalement, d'un territoire sans remontée mécanique. Et c'est quoi l'impact, en fait, de ça, à la fois pour les communes, l'interco, les professionnels du tourisme, etc. Et c'est justement à partir de ça, de se dire, OK, dans ce monde-là, à je sais pas quel horizon, bah, comment, en fait, on reconstruit finalement une économie du territoire et de la montagne, à la fois à des échelles communales et interco, pour qu'on se donne des lignes. Ok, il y aura le tourisme, mais peut-être qu'en fait, une partie du tourisme sera compensée en partie par d'autres business, je sais pas, du service, de bien sûr de l'économie des habitants, que ce soit aussi de la foresterie, de l'agriculture de montagne, etc., etc. Enfin, de se réinventer en fait complètement sur des territoires comme ça. C'est hyper pas simple du tout, mais c'est en fait le schéma pour pouvoir justement se donner en fait une forme de vision d'avenir. Et à partir de là, bah, c'est ce plan-là qui est quand même assez logique. Et donc, on va mettre de côté des sous pour accompagner l'ensemble en fait des acteurs, des habitants, des pros, de tous les acteurs pour aller vers là-bas quoi. Et c'est ça en fait, l'argent devrait servir en fait à ce truc-là quoi. Mais c'est pas mis de côté parce qu'il n'y a pas ce plan d'avenir quoi. C'est sûr. Après, on parle là de la montagne en général. On parle pas. Attention, on va pas parler de transition pareil. Effectivement, comme tu dis dans le Gifre, que à Val d'Isère, en fond de vallée ou en Maurienne. Hein. Dans les villages qui sont les Aravis, le Beaufortin,
tu as une vie de village qui, effectivement, pourrait peut-être moins dépendre d'un tourisme de masse tel qu'on connaît aujourd'hui, probablement. Et pour ça, il faudrait avoir une volonté de ne pas continuer cette politique de tourisme de masse tout de suite pour dans 30 ans. Alors qu'on voit que la fréquentation étrangère progresse dans la majeure partie des stations, ce qu'il ne faudrait pas, parce que là, ça fait dépendre d'une clientèle dont on ne voudrait plus parce qu'elle carbone à fond, en fait. Mais ils ont un modèle tellement qui monte tellement en gamme parce que les prix du logement deviennent tellement chers qu'on attire une clientèle tellement riche qu'elle vient de l'étranger et on la cible du coup. C'est hyper dangereux parce que tu sais pas. Moi, là, on est en train de faire le bilan carbone de Chamonix-Mont-Blanc, de la destination. Donc uniquement du tourisme en fait de Chamonix-Mont-Blanc. Et tu sens bien sûr, que la dépendance enfin, à la mobilité, elle est énorme. Je sais plus, on est à 70 ou 80% de la mobilité, avec beaucoup de problématiques d'international forcément. Et ça demande un changement fou. Tu vois, nous, on va devoir faire des préconisations avec l'ensemble des acteurs et professionnels du tourisme, office de tourisme, communauté de communes, etc., pour dire, OK, maintenant, on fait quoi pour décarboner les gens? Ça va être chaud patate, quoi. Mais l'un des premiers trucs, ça, c'est, par exemple, la compagnie du Mont Blanc, elle a signé quand même un deal avec l'Icon Pass. Et tu te dis, mais les gars, c'est peut-être le premier truc, en fait, à arrêter, quoi. L'Icon Pass, qui est en fait un pass illimité dans 50 stations du monde entier pour pouvoir aller se faire des week-ends au Japon, aux États-Unis, au Canada, etc. Et en fait, le poids carbone de cette clientèle-là, il est énormissime. Mais pour Ouais, on autant, devrait. En fait, on ne va pas vers la bonne solution on va pas du tout dans le bon sens aujourd'hui là-dessus, quoi. parce que le logement en montagne coûte de plus en plus cher, Il faut parce que les rentabiliser. infrastructures qu'ils mettent en place pour enneiger artificiellement, il faut les rembourser, donc ça se répercute sur des prix de forfait, parce que les assurances des stations de ski augmentent phénoménalement aussi, et qu'il faut payer tout ça, ça se répercute sur le prix consommateur. Et le consommateur, on va perdre encore cette clientèle de proximité qu'on devrait essayer de garder, parce qu'il faut remplir à tout prix, parce que le modèle est basé sur un principe de tourisme de masse. Et là, on est coincé. Cette roue, elle va péter au bout d'un moment. Il y a un Tu vois, moment ça me où fait on n'aura penser rien prévu. à la crise des subprimes aux États-Unis, quand à un moment donné, c'est que ça va péter. Enfin, c'est plus possible, tu vois. Le Mais il y truc, a il un tourne, il tourne, il moment tourne, il où, tourne. il y a un moment, moi j'imagine qu'on n'aura rien prévu et qu'on aura planté les habitants des territoires. Tu sais, quand le modèle va avoir un petit peu grippé dans les enrouages, dans les engrenages, certains financiers vont partir. C'est ça. C'est déjà arrivé. Ouais. Plus valable. Hein. C'est trop dangereux. Et quand ils se barrent, qui reste? Mais des habitants. Bah oui. Et en fait, on prend en otage des habitants qui, pour le moment, on leur dit, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Alors que c'est tout sur la brèche. On est sur un marché. Alors, on n'a pas le droit de dire le mot décroissance en montagne, hein, mais on est sur un marché décroissant. Sur cette chaîne, on a le droit de le dire clairement. Nous, on a le droit, t'inquiète. Bah ouais, mais nous. Surtout qu'on sait la vraie définition du truc et tout ça, donc ça va. Mais en fait, on est sur un marché décroissant déjà sans subvention publique. C'est un marché qui ne fonctionne plus. On a un parc de remontée mécanique qui est en déclin continu. On a moins 19% en 14 ans de remontée mécanique. Donc, ça décroît. Les développeurs, ils ont dit qu'ils pouvaient réinvestir 150 millions d'euros là, sur leur remontée mécanique. Tout va bien, non? Après, tant que l'argent public, tant que tu vas pleurer auprès des ministères pour dire on n'arrive plus à payer l'énergie de toutes nos remontées mécaniques, il nous faut nous aider un petit peu. Je suis pas sûre que ça dure très très longtemps dans le temps. Et en fait, le problème qu'on soulève, c'est toujours que je crois que nous tous, quand on parle, alors nous, les convaincus qu'il faille changer, et puis les exploitants qui demandent du temps, c'est juste un problème de temporalité. Moi, je dis, quand on me dit mais on peut pas faire ça du jour au lendemain. Non, personne ne dit ça. Mais bon, ça fait depuis 2008, 2005 qu'on dit il y a quand même un souci grave. Le premier rapport Cour des comptes, il commence quand même un petit peu à dater. Il a bientôt 20 ans. Ouais. Maintenant, la Cour des comptes dit en 2024, attention, danger. Alors là, le nouveau discours, c'est de dire que la Cour des comptes est dogmatique. OK, bon, alors on fait du trumpisme, très clairement. On décrédibilise des institutions neutres. Mais il y a un moment, ça va péter, c'est sûr. Mais évidemment, les gens demandent du temps, alors que moi, je me dis, on l'a vu, hein, l'Alpe du Grand Cerf. L'Alpe du Grand Cerf, communauté de communes vote, plus d'argent. Plus de sous. Mais sauf que quoi? Il y a des habitants, une école, des fermiers qui, du jour au lendemain, disent mais nous, on habite là, en fait.
Donc la SATA arrive et dit on va vous sauver, ne vous inquiétez pas. J'espère que là, ils bossent plutôt un programme de transition plutôt que de conforter le ski. Et j'ai pas l'impression. Mais du coup, ça va repéter Mais dans c'est 2 ans. qui, tu vois, là c'est qui en fait qui bosse? C'est quoi? C'est la Comcom en fait qui bosse ou c'est le collectif qui s'est créé justement pour relancer un peu à la dernière minute le sauvetage de la saison? C'est qui il? C'est quoi? C'est le collectif global, c'est l'écosystème de se mettre En d'accord fait, autour de la table? le collectif, faudrait les interroger directement, mais d'après ce que j'ai compris, ce collectif s'insurge et finalement, c'est pas si mal qu'il y ait un sauveur qui arrive là. Parce que tu fais quoi Non, quand voilà. tu as comme alors peut-être qu'il y avait des alertes depuis des mois, des années, et que tout le monde a dit c'est pas grave, ça va bien se passer. Là, j'ai vu les premières communications à la neige de Noël. Tout le monde a communiqué. Heureusement qu'on n'a pas fermé, il a neigé à Noël. Bon, bah, c'est génial. Mais alors, si tous les mois de novembre de chaque année, il faut serrer les fesses pour qu'il neige, il y a un moment, ça ne va pas marcher. Parce que... On fera des danses de la neige au bout d'un moment, tu vois, pour. Ouais, mais. Et c'est là que ça ne va pas, c'est qu'en fait, il y a des alertes de partout. Il y a des stations qui sont réellement en manque d'argent, ça c'est Ouais, sûr. bien sûr. Il y a des projets de JO 2030 qui sont faits dans des stations qui n'ont pas besoin d'argent. Ça aussi, c'est un sujet. Pourquoi les stations les plus riches reçoivent de la subvention avec des milliards là pour on pourra faire un live, on t'invitera sur les banques. Le concept, c'est qu'on prête et on donne de l'argent à ceux qui en ont. Bah ouais. Tout le concept. Bah ouais, moi, je Il y a viens du Jeff qui milieu nous demande, financier. sinon il y a du tourisme en été dans les montagnes, Bah, il y mais en ça, a, part- mais après, mais l'argent ça va pas dans rapporte les pas mêmes beaucoup de caisses. sous. Non, mais Après, justement, voilà, c'est ça ça. va pas dans les mêmes caisses. Je trouve Mais, que c'est ça le sujet, c'est pas de se dire, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme alternative au ski qui brasse autant de thunes et qui soit aussi rentable. Je pense que c'est pas ça l'enjeu. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment en fait on redéfinit les règles et de sortir de ce truc de la rentabilité. Et ça c'est problématique parce que ça arrange pas ceux qui sont aux manettes quoi. non, là, Ils c'est sont c'est ils sont pas exactement là ce qui se pour passe. sauver C'est les petits que, oiseaux, hein. en fait, nous, les utopistes, on pense ça, effectivement, mais les exploitants cherchent un modèle économique de remplacement. On a X millions de rentrées, il nous faut Ouais, X millions, tu transfères. Tu sais, c'est ce qui se passe un peu avec la Compagnie du Mont Blanc, hein, l'Aiguille du ouais. Midi, il y a 1 million de visiteurs par an. Ça commence un petit peu à pinailler là-haut vers oups, oups, oups. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre 1 million de visiteurs sur un autre modèle qui est Grand Montais. C'est un petit peu ça. Ouais. Effectivement. Alors, peut-être qu'il y a des solutions, il faut quand même de l'argent. On n'est pas dans un monde utopiste, malheureusement. À quel niveau et comment? Peut-être que le grand moment du ski, c'est terminé. Et ça, faut le travailler. Faut se dire, c'est fini. Donc, c'est du renoncement, c'est difficile. Mais même d'un point de vue influenceur et tu vois tout l'impact qu'il y a dessus, je sais pas, hein, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le ski c'était un truc un peu des années 2000 quand nous on était jeunes, Guigui, et que genre maintenant, enfin je sais pas, c'est un peu loose, les jeunes ils vont plus faire du ski, non? Il y a pas En un peu France, un ouais. bah, en France, on le voit, hein, et on a de moins en moins de skieurs. Même à Annecy, moi je suis à Annecy là, je mets au défi de voir combien de familles peuvent aller au ski, alors que c'est quand même une ville Ouais. qui a de l'argent. Non, bah déjà, les gens, non, mais globalement, les gens ont plus de thunes, donc aller payer un forfait, une Non, mais fortune, ça, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de mode, enfin, je sais pas, ça commence, est-ce que tu vois, il n'y a pas aussi ce déclin qui fait que le ski attire moins, c'est moins un truc stylé pour les jeunes, et donc petit à petit, Si, mais du coup, qu'est-ce qu'on te vend? Du méga événement en montagne? Venez à la Folie Douce. on fait du Qu'est-ce qu'on te Tomorrowland, vend? ouais. Un Tomorrowland, X millions de personnes sur un glacier qui est Ou le en ski, train c'est de plus le sujet, crever c'est juste on va avec faire des la DJ à fiesta la dans des beaux mode. paysages, quoi. Mais en fait, c'est ça qu'on est en train de vendre à la Ah bah jeunesse. clairement, C'est-à-dire, aujourd'hui c'est ça. ils ont bien compris que les gens, avant, tu vois, on allait au ski, mais bon, on a les vieux schnock qui parlent d'avant, mais on skiait 6-7 heures à fond, on faisait les sorties, les fermetures, voilà. Là, on va garder le skieur par du méga événement pour ouais, pour essayer qu'ils dépensent. pour qu'il dépense, Ouais, mais qui surtout vont qu'il bah, reste. dépenser en bière et en bouffe, quoi, et en soirée, quoi. Bah, en fait, puis ils sont là, et puis ils te prennent un logement, et puis C'est ça et en qui fait fait, rêver aujourd'hui. les flux d'argent sont là, mais différents. Et après, tu as quand même cette grosse clientèle étrangère, les Anglais, qui remplissent à fond les Trois-Vallées. Ça, mais il y a quand même beaucoup de Ouais. jeunes. Alors, ils font Ok. aussi beaucoup la fête, hein, mais on te vend du forfait à la semaine aussi. Il y a tout ça. Donc Mais ils y en vont, fait, quoi. on est en train de créer du méga événement gigantesque en montagne pour attirer cette jeunesse avec une autre.
avec une autre forme d'intérêt qui n'est plus le sport ou Entertainment, le ouais. loisir. Et qui va pas dans le bon sens, du coup. Moi, j'aime pas, mais il y en Ça, a qui aiment. c'est un truc de jugement de vieux comme nous, non? Mais non, bon, pas du tout. Ça va. ou, Mais de- non, ça ou va par pas. rapport à l'impact. Mais par rapport à l'impact, Ah oui, bah c'est clair. Bah, pas par rapport à la qualité de la musique. Non. Non, mais tu vois, Tomorrowland, c'est clair qu'en termes d'impact, Non, mais normalement, avec ce qu'on vit, on n'en est plus là, quoi. Enfin, faire venir des Oui, milliers de c'est ça. personnes, bien sûr, c'est avec clair. des party flights, où tu commences à voir dans les party flights, donc des centaines, des milliers de personnes qui arrivent par avion de je ne sais pas combien de pays différents, qui se retrouvent pour écouter de la musique à fond dans des écosystèmes en danger, en train de crever. Fragile, Le machin. concept, Le Mais concept oui, est non, quand mais même c'est ça. très borderline, quoi. Mais oui, c'est pas une question d'être vieux et de pas Oui. adhérer à ce genre de choses. C'est une question que genre, mais c'est pas possible en fait. On peut pas faire ça hein, en 2025 Ouais. maintenant Bah, qu'on sait. pour autant, c'est bien vers où ça va, quoi. Et Il y a pour une question dans autant, le ça chat, ramène. c'est Singo qui demande quelles conséquences pour les habitants des montagnes si demain le ski s'arrête? Davantage de chômage et baisse des prix immobiliers? Point d'interrogation? Bah, C'est pas si linéaire. non, si le business du ski s'arrête, s'il n'est pas prévu, ça va être catastrophique. Les habitants vont devoir quitter les territoires de montagne C'est une question d'anticipation, toujours pareil, quoi. parce qu'il n'y aura pas d'anticipation, de planification. Quelqu'un qui vit du ski l'été, l'hiver avec les moniteurs, va falloir qu'il fasse autre chose. Et là, c'est dur. C'est pour ça qu'il faut le planifier en fait. Que vont faire la majorité des gens dans les territoires de montagne? Si on planifiait, on pourrait se dire par territoire, quelle est la bonne jauge d'habitat permanent pour créer une économie différente du ski. Et en fait, mais pour ça, il faut avoir du foncier ou de l'immobilier qui te permet de te loger à l'année en montagne. Alors que les échos qu'on a dans les vallées, c'est plutôt de dire les habitants, en fait, ils sont en mode j'arrive plus à payer mon logement, alors qu'il y a quelques années, ça allait, et maintenant, limite, je vais devoir quitter ma vallée parce que c'est trop cher, et donc, en fait, je suis obligé de quitter ma vallée alors que j'en ai pas envie. C'est abusé, quoi. Plus on construit de lits touristiques, moins on a d'habitants à l'année. Ouais. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que les gens nous disent, les pro-ski nous disent l'économie de ruissellement du ski. S'il y avait un ruissellement de l'économie vers les populations locales, alors on arriverait au moins à garder nos propres habitants, ce qui n'est pas du tout le cas. Pour acheter aujourd'hui un appartement à la Clusaz, il ne faut pas travailler dans le ski, il faut travailler à Genève. C'est travailler en finance à Genève. Ouais, mais là, tu soulèves un point qui va être le même dans, on va dire, tous les endroits touristiques, quoi. Oui. Et en fait, c'est cette gentrification, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on fait si on arrête les remontées mécaniques demain, si on ne l'a pas prévu? C'est la catastrophe. Ça veut dire que les collectivités locales qui vivent avec les remontées mécaniques se retrouvent sans leur business model qui les fait vivre. Ça veut dire que les habitants quittent, parce qu'il faut travailler, quittent. Et peut-être, alors, il y a un vieux dicton là, de certains lobbyistes qui disent « sans le ski, tout est fini ». Je ne sais pas si tu vois, Guillaume. Mais moi, je dis « sans anticipation, tout est fini ». C'est surtout ça, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça va être dur, et vraiment. Et peut-être que les gens seront moins riches. Certains sont extrêmement riches, mais il y a aussi beaucoup de pauvreté en montagne. Hein. Il n'y a pas que des gens très riches. Il y a quelques hôteliers, familles hôtelières depuis tout le temps, qui ont les terrains et les hôtels qui vivent très très bien, mais ce ne sont pas la majorité des gens. Ouais. Donc ça se prévoit. Pour éviter un exode massif, il va falloir le prévoir. Et l'idée, c'est de se dire comment, sur quel territoire, quelle jauge d'habitat permanent on devrait avoir pour qu'il y ait une économie, une espèce de roulement économique à l'année qui ne fait pas dépendre d'un afflux touristique saisonnier, en fait. Je voulais revenir un peu sur à côté de chez moi, là, dans le Vercors, avec le collectif. Et peut-être un exemple avec d'autres collectifs ailleurs, par rapport à ce que tu disais, il y a de plus en plus de collectifs qui se créent dans les territoires, d'habitants, qui veulent se bouger, qui sont aussi contre, en fait, des gros projets type celui de Tony Parker là-haut. Est-ce que la voie du changement sur ces territoires, c'est que ces collectifs se transforment, en fait, en liste citoyenne politique pour 2026 et donc reprennent le pouvoir à fins politiques, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les changements se font quand même par la politique locale aussi.
Ou est-ce que derrière, c'est de continuer en fait à être des contre-pouvoirs en local pour juste faire chier en fait les politiques en place et essayer de faire changer. C'est quoi sachant que je dis ça parce que j'ai animé une conférence avec Fabienne Grébert dans le Vercors pour parler des listes citoyennes suite au travail qu'elle avait fait à Annecy à l'époque, etc., etc. Et donc je sais bien qu'il y a peut-être un lien avec tout ça, quoi. Tu me fais des pouces, ça veut dire que c'est une bonne question. Écoute, quand on arrive en tant qu'association dans une commune, dans un bureau municipal, pour dire là, il me semble que ce projet-là, c'est pas GG, là, vous allez massacrer 8 hectares, t'es vu comme un emmerdeur, mais vraiment. Les associations, on les entend, ils font chier, et on est anti-tout. Voilà, c'est truc comme ça. Et la réponse des élus, c'est on fait ces projets parce qu'on est élu et donc légitime. Ok, eh bien soyons élus. Enfin, il y a un moment, d'éteindre les feux et de se faire traiter d'emmerdeur alors que finalement, on veut que ça se passe un peu mieux sur le territoire. Peut-être qu'il faut prendre le pouvoir démocratiquement tant qu'il est encore possible. Et ça chauffe. Donc en fait, les prochaines municipales, pour moi, sont clés en montagne. Et j'ai monté une adresse municipale 2026 résilience montagne @gmail.com. Et il y a quelques personnes là qui commencent à me dire oui, on va transformer notre action collective en liste municipale citoyenne pour au moins proposer des projets pour l'intérêt général et pas se positionner en contre tout le temps. Ouais. Trop Ça ne veut pas intéressant. dire qu'il ne faut pas d'associations sur les territoires qui sont là parce que pas tout le monde a envie de rentrer en politique. Souvent, on entend oui, mais nous, on est apolitique. Mais non, les gars, vous faites de la politique. Bien Quand sûr. on empêche une bassine d'altitude, qu'on sauve des espaces protégés, qu'on est contre une route C'est et qu'on politique. propose des projets alternatifs sobres, punaise, mais c'est de la politique. Non, mais c'est parce que c'est vu comme un gros mot. Eh bien, c'est bien dommage. Alors, à chaque fois, je dis, moi, j'ai changé mes statuts là, parce que j'avais marqué association apolitique. Je dis non, mais en fait, je fais vraiment de la politique. Apartisane, ok, Oui. quoique. Mais Entre apartisane. guillemets. Apartisane. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, on doit se repolitiser et encore plus où ça chauffe. Et là, en montagne, ça chauffe, en fait. Ouais, c'est Si clair. pour être légitime, il faut être élu, punaise, il faut être élu, en fait. Il faut y aller. Bien sûr. Et il faut vraiment y aller. Et tu sens qu'il y a des enfin, parce que là, j'ai l'impression que les politiques en place, même dans le Vercors et tout, commencent vraiment à être fatigués quand même. Et donc, il y a de la place finalement, en fait, pour apporter une contre-vision. Mais si collectif citoyen Vercors citoyen, en fait, demain, ils ont une liste et ils sont élus, par exemple, à Villars, Corançon, là-haut, Tony Parker, il fait quoi? Il se casse? Ben non, parce que le projet sera engagé, mais peut-être qu'au moins, tu peux limiter la casse, Ok. au moins, tu peux rentrer en égo, au moins, tu Ouais. rentres dans les dossiers qui, pour la plupart, sont quand même cachés. Ouais. Au moins, tu as le fin mot de l'histoire, et puis au moins, tu as le promoteur en face de toi où tu lui dis je ne sais pas si on va. Et puis, tu sais quoi? Et Au Loulou, moins, maintenant, c'est au moi, moins, c'est tu moi peux, le maire, donc tu au déconnes pas. moins, tu peux faire traîner. Au moins, tu peux faire traîner. Et puis, tu sais quoi en plus? Au moins, toi, peut-être que tu es clean, ce qui n'est pas le cas souvent en montagne. Ouais. Et je crois, alors oui, les politiques sont tous pourris. Ben moi, je ne crois pas. Pour le moment, ce qui est en place, effectivement, c'est pas très beau, ce qu'on voit en montagne. Et peut-être qu'effectivement, il faut un renouvellement. Est-ce Ouais. qu'ils sont ceux qui sont pas pourris, c'est ceux qui sont pas élus et ceux qui n'ont pas le pouvoir encore. Ah, il y a un peu Comment de le tout, hein. pouvoir corrompt. Ouais. On verra ça plus tard, mais déjà, je trouve ça hyper intéressant et intelligent cette idée de se dire, bah cette fois on arrête d'être con, bah et s'il faut rentrer dedans, bah on rentre dedans quoi. Je trouve ça hyper cool et ça se prépare en effet plus que dès maintenant. Donc Ouais. trop Alors, bien. quand je parle de ça, il y a souvent des gens, il y a quelques personnes qui me disent ah mais Résilience Montagne, là, vous vous éloignez des sujets, vous parlez politique. Il faut toujours justifier que la montagne est politique, en fait, que toutes les décisions sont politiques. Mais tout, ouais, c'est ça, toute la vie est politique. Ouais, alors, entre convaincus, tu vois, on se le dit, mais c'est pas évident quand tu es sur un territoire de montagne. Des gens, ils aiment bien lire ce qui se passe sans faire un lien à la politique. Et moi, maintenant, je leur dis, si en 2027, on a l'extrême droite qui passe, et ça se profile quand même, vous verrez si la montagne n'est pas politique. On va déréguler, on aura le droit de tout pomper, on aura le droit de couper. Là, elle demande déjà une forte dérégulation avec les politiques hyper droitardes qu'on a en montagne. Il ne faut pas laisser faire ça, en fait.
Et pour ne pas laisser faire ça, on doit se politiser. Alors, c'est pas facile d'être politique et d'être un maire et d'être un élu, mais il y a encore de très bons DGS, tout ce qui est technique, ça s'apprend. Puis finalement, ceux qui sont en place aujourd'hui ont été débutants un jour, et ça s'apprend, et je crois qu'il faut le faire. Je pense vraiment qu'on doit vulgariser ce mot politique et de ne pas avoir peur finalement d'y aller, parce que moi, je me dis tout le temps, mais on ne va pas éteindre les feux toute notre vie, quoi. Et en plus, on est vus comme vraiment les gros enquiquineurs, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire, non, il ne faut pas flinguer le vivant, et c'est nous les emmerdeurs. Enfin, c'est fou quand même. C'est ouf. C'est quand même incroyable. Et qui sont les extrémistes dans l'histoire? C'est quand même ceux qui détruisent aujourd'hui. Sauf que le narratif, il est fait différemment. Bah, c'est tout le truc de Paul Watson et du truc où derrière, en fait, c'est lui qui est mis en porte-à-faux et qui va en tôle au Groenland alors qu'il essaye de sauver le vivant, quoi. Ouais. Chaque semaine, on refait un peu plus le monde par ici. On va suivre de très près tout ce qui se passe sur Montagne Résilience. Je vous invite tous à suivre sur LinkedIn, sur Facebook pour les vieux comme moi. Sur Insta. Non, il y a des jeunes sur Facebook. Ouais, je sais qu'il y a des jeunes. Vas-y, non, mais je suis allée, autant je vais pas sur LinkedIn parce que je supporte pas, mais je t'ai follow sur Insta et sur Facebook. On va suivre ça de très près. Sur Facebook, moi. T'as plus ça, toi, Guillaume? Je sais plus ce qui se passe sur mon compte, je vais plus dessus du tout, donc faudrait que j'y retourne un de ces quatre avec 12 milliards de notifications bizarres. Non, mais c'est intéressant, juste Facebook, je trouve, par rapport aux autres réseaux, dans le sens où tu peux écrire un peu du contenu et un peu plus d'échanges sur des trucs. Et puis, tu sais, quand on est en montagne, on est dans des milieux ruraux, on n'a pas tous un job qui nous permette d'aller sur LinkedIn où on se dit que c'est pas pour nous. Oui. Ouais. Du coup, on est sur Facebook. Et encore une fois, pour parler politique, l'extrême droite monte en ruralité, comme dans la politique, comme dans l'Amérique de Trump, parce qu'on a oublié et qu'on a méprisé des gens qui finalement n'ont pas accès à l'information qu'on a. Quand tu lis le Dauphiné le matin et que tu regardes TF1 le soir, tu ne comprends pas les enjeux climat. Et tu ne comprends pas les enjeux climat sur ton territoire. Clairement. Et c'est pour ça que ces collectifs citoyens, la première chose qu'ils font toujours, c'est de monter une page Facebook. Et c'est formidable parce qu'ils embarquent, en fait. Ils embarquent. Et après, il faut quelques relais pour que ça pousse. Mais je pense vraiment que chaque réseau social aujourd'hui, et là ça pose le sujet des GAFAM, mais qu'est-ce qu'on fait en montagne si tu n'as plus Facebook pour même se relier entre nous pour avoir les bons types et les bonnes infos et quel juge je vais voir et quel hydrologue il faut voir? C'est tout sur Facebook, ça, en fait. Ouais, je suis d'accord. Bah, déjà, ça fait pas longtemps qu'ils ont les internets en montagne. Non, je plaisante. On va s'arrêter là, peut-être parce qu'il est 14h. C'est la fin qui lui font dire des conneries. Mais grave, j'ai trop faim. Non, c'était une blague. En tout cas, c'était vraiment cool de t'avoir, de nous raconter un peu comment s'organise la lutte et vos méthodes chez Montagne. Attends, je pédale pour avoir mon internet. On n'a pas eu de coupure aujourd'hui, j'ai payé internet, franchement c'est cool. On le note, c'est peut-être notre première fois. C'est pour ça qu'on a commencé en retard, cela dit. Ouais, c'est vrai. C'était trop cool à voir en replay pour ceux qui sont arrivés. Nico est arrivé hyper tard, si tu veux, tu pourras voir le replay. Ouais, d'ailleurs, je commence à mettre les replays, étant donné qu'on commence à avoir des vrais sujets, des trucs sympas, depuis qu'on a invité des femmes, en fait, surtout sur les lives. Et donc, je les mets sur Facebook, sur YouTube. Et j'ai mis tout ça j'ai créé, en fait, une playlist sur la chaîne YouTube d'Idée Tourisme, et comme ça, vous retrouvez, en fait, les bons lives. C'est-à-dire le dernier, celui avec Cécile, sur le féminisme et le sexisme ordinaire dans le tourisme, et le tien. Je t'enverrai le lien, Valérie, ça va t'intéresser, tu vas trouver ça cool. Trop bien. Attends, juste, Guillaume, tu peux arrêter de faire des miniatures et des screenshots où j'ai la pire tête, là, dans les photos que tu mets après sur les vidéos? Prends un truc genre où je souris. Ouais, je vais travailler ça, promis. Trop cool. Tu reviens nous voir quand tu veux, Valérie, c'était trop intéressant, et on suit de près ce qui se passe sur Montagne Résilience. Vous avez compris, vous pouvez suivre avec tous les différents réseaux. Bravo pour tout ton taf que tu fais, c'est hyper important. Merci à vous. J'ai fait mon premier Twitch. Trop bien. Salut. À bientôt tout le monde. Bye.